gouvernement engagera sa responsabilité pour défendre les grandes lignes de son plan anti-inflation. Demain, concertation avec les partenaires sociaux. François Mitterrand en Autriche, au centre de ses entretiens avec le chancelier Kreski, le Proche-Orient. Liban, les milices chrétiennes attaquent les positions palestiniennes. L'armée israélienne progresse dans Beyrouth. Enfin, premier match, première défaite pour l'équipe de France face à l'Angleterre et pour celle d'Allemagne battue par l'Algérie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un petit coup au cœur pour tous les sportifs français. Il y a tout juste une heure, à la vue de ce panneau, vous voyez la matérialisation d'une défaite sans appel devant les Anglais. Tout à l'heure, à Bilbao, je pense que vous avez été nombreux à vivre l'événement en direct sur Antenne 2. Bien entendu, nous y reviendrons en fin de journal, tout comme nous reviendrons sur l'événement de ce début du mondial, c'est-à-dire la défaite de l'Allemagne devant l'Algérie. Auparavant, bien sûr, nous aurons longuement évoqué les suites de la dévaluation de samedi et des mesures anti-inflation de dimanche. Longuement, le Conseil des ministres y est revenu ce matin. Il ne s'est achevé qu'un peu avant 2 heures de l'après-midi, après avoir autorisé le Premier ministre à engager la responsabilité de son gouvernement devant le Parlement et après avoir détaillé davantage encore les mesures prises il y a 3 jours. Christian-Marie Monod. Première priorité, la lutte contre le chômage, en lançant un programme d'investissement en direction de grands travaux, en prévoyant des mesures en faveur de l'épargne fixées début juillet. Deuxième priorité, la réduction de l'inflation. Pour cela, il est prévu le blocage des revenus, le gel des marges des grossistes et des distributeurs, la limitation des dividendes, mais le SMIC est exclu. Ensuite, le blocage des prix. C'est toute taxe comprise. La nouvelle TVA passant de 17,6 à 18,6% sera-t-elle appliquée dès juillet ? Oui, répond le ministère du Budget. Les commerçants seront alors pénalisés, les prix bloqués, la TVA augmente, la marge diminue. Ils ne pourront donc pas répercuter la hausse, mais devront répercuter la baisse de 7 à 5,5%. Voilà, pas de voix discordante au sein du gouvernement tout à l'heure, malgré ce long Conseil des ministres, a dit M. Bérégovoy, secrétaire général de l'Élysée, à l'issue du Conseil. Et j'ajoute que ce même Conseil a adopté le deuxième projet de loi de décentralisation qui définit le transfert des compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Les Corses, eux, éliront leur conseil régional au suffrage direct dès le 8 août, c'est-à-dire dans moins de 2 mois. Enfin, Christian Gérondeau, monsieur sécurité routière, depuis 10 ans, a été remplacé à sa demande à son poste de directeur de la sécurité civile, donc par Henri Rouanet. Autre nomination, celle de Claude Jouvin comme directeur de la concurrence et de la consommation. C'est un homme qui a fait toute sa carrière dans le privé et qui aura beaucoup à faire dès son entrée en fonction, puisque c'est lui qui notamment va contrôler chez les commerçants la bonne application du dispositif anti-inflation. Pierre Mauroy, avant donc d'engager sa responsabilité sur ce dispositif et sur l'ensemble de sa politique économique, devant les députés, a défendu son plan dès cet après-midi dans une atmosphère pour le moins chahutée. Il a eu notamment à répondre à une question que vous allez entendre de l'IDF Alpha. Tous les clignotants sont au rouge. Le commerce extérieur, la trésorerie publique, les comptes de la sécurité sociale, les comptes d'exploitation des entreprises. On comprend dans ces conditions, Monsieur le Premier ministre, le désarroi du gouvernement. Ce bon docteur Delors, qui pendant 1 an a gavé le patient d'euphorisant, veut le soumettre aujourd'hui au régime de l'électrochoc. Mais cette nouvelle thérapeutique, Monsieur le Premier ministre, décidée évidemment dans la plus totale improvisation, j'ai le regret de vous le dire, va malmener le malade sans résultat. Le gouvernement de la gauche a appliqué la politique qu'il avait annoncée. La politique qu'il avait... Oui, la politique qui avait été annoncée au pays. Il a trouvé, c'était notre héritage, il a trouvé des chômeurs. Nous sortons de l'échec de la droite en ce qui concerne le chômage. Nous en sommes déjà sortis, nous en sortirons davantage. Sur ce plan-là, nous avons marqué les premiers points. En ce qui concerne la relance, nous sortons de l'échec de la droite et nous savons assurer une relance. En ce qui concerne l'inflation, c'est vrai, nous ne sommes pas sortis tout à fait de leur échec. Il vous reste, mesdames et messieurs les députés, et il reste au gouvernement de faire la preuve devant la droite rassemblée
comment un gouvernement de gauche sera capable de réduire l'inflation. Telle est en tout cas la volonté du gouvernement. Voilà, Philippe Sassier, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Il y a beaucoup de travail pour le gouvernement. Dans les jours qui viennent, le gouvernement va étudier toute une série d'hypothèses chiffrées pour savoir exactement quels sont les manques à gagner et les économies qu'entraîne pour lui le blocage des revenus et des prix. Cet examen, il va le faire d'abord entre les membres du gouvernement, puis aussi avec les partenaires sociaux qu'il va recevoir, c'est-à-dire les commerçants, les professions libérales, les syndicats et les patrons. Le gouvernement est confronté à un souci majeur, faire en sorte que sa politique ne soit pas remise en cause par des problèmes financiers, et les choix définitifs seront pris en Conseil des ministres le 22 juin prochain, mardi prochain. Et pour y parvenir, tout à l'heure, Pierre Mauroy a défini, disons, 3 gros objectifs. 3 grands objectifs. D'abord, assurer l'équilibre financier des régimes sociaux en 1982-1983, qu'il s'agisse de l'assurance chômage ou bien de la sécurité sociale. C'est un exercice difficile parce qu'il dit blocage des revenus, dit cotisation en moins. Deuxièmement, maîtriser l'an prochain les dépenses de l'État. L'objectif reste toujours d'arrêter à 3% du produit national le déficit budgétaire, mais le gouvernement a décidé de créer une cagnotte de 20 milliards dans laquelle il puisera pour financer toutes ces dépenses nouvelles, toutes les dépenses qui dépasseront les prévisions. Sinon, a dit Pierre Mauroy tout à l'heure, eh bien, il faudra augmenter les impôts. Enfin, troisièmement, modérer l'évolution des revenus. Toutes les hausses, on l'a vu tout à l'heure, sont gelées pendant 4 mois. Tous les mécanismes d'indexation sont bloqués. Ensuite, eh bien, pour la fin de l'année 1982 et pour l'année 1983, les syndicats et les patrons devront discuter ensemble de nouvelles conventions salariales et tenir compte pour cela des objectifs de hausse de prix que fixera le gouvernement. Le gouvernement recevra à nouveau au mois de septembre tous les partenaires sociaux pour faire un premier bilan de cette négociation. Oui, rappelons qu'il les voit dès demain. Alors, dites-moi, Philippe, il y a aussi de nouvelles mesures fiscales qu'a annoncé le Premier ministre. Il ne les a peut-être pas annoncées, mais il les a évoquées. Tout à l'heure, Pierre Mauroy, on a entendu une partie de son discours, a dit que, eh bien, il pourrait y avoir des mesures fiscales, a-t-il dit, de solidarité. Alors, qu'est-ce que cela peut être? Qu'a-t-il pu évoquer? On pense bien sûr aux cotisations sur les fonctionnaires, mais certains évoquent la possibilité d'un impôt exceptionnel de solidarité, comme il y a eu un impôt sécheresse, peut-être un alourdissement de fiscalité pour les plus hauts revenus. On n'en sait rien encore, ce sont encore des hypothèses, parce que donc le gouvernement va donc faire tous ces calculs, voir toutes les hypothèses possibles. On sera fixé et sur nos impôts et sur nos salaires le 22 juin prochain. C'est-à-dire au prochain Conseil des ministres. Difficulté donc pour le gouvernement, combattre tout à la fois l'inflation et le chômage. Le nombre des demandeurs d'emploi s'élevait en effet pour le mois de mai à 2,5 millions, très exactement, données corrigées des variations saisonnières. C'est l'exact chiffre que nous donnions il y a quelques jours sur la foi des premières études de l'INSEE. À son tour, la Fédération française de l'agriculture proteste contre la décision du gouvernement de ne pas dévaluer le franc vert. Et puis les observateurs continuent à examiner à la loupe, parfois même au microscope, les moindres réactions de la CGT, qui représente toujours en France la force syndicale la plus organisée et la plus importante, et dont les choix seront donc essentiels. Sur place, à Lille, au congrès de la centrale, Martine Gilson. La CGT en avant. Tout le congrès a repris en chœur à midi ce slogan scandé très fort par les travailleurs de Citroën. La CGT en avant, mais comment avec l'austérité? En durcissant le ton avec le gouvernement ou en tentant de négocier? C'est clair, à la veille de sa rencontre avec Pierre Mauroy, la CGT n'a pas choisi la guerre. Certes, ici on dit non au salaire bloqué. À preuve les sifflets qui ont accueilli hier Jean-Louis Moineau. Mais on ne rejette pas tout en bloc. Témoin, cette déclaration tout en nuances de Jean Magnadas, qui négociera demain avec le Premier ministre. Nous ne sommes pas partisans du blocage des salaires. Notre position constante en matière de salaire est qu'il faut aller assurer le maintien du pouvoir d'achat pour l'ensemble des salariés ressortant des conventions collectives, qu'il faut améliorer le pouvoir d'achat des bas salaires. C'est notre position. Nous considérons que cette position est aussi une bonne position pour réaliser l'assainissement économique.
ce que je peux dire, c'est que dans ces mesures, il m'apparaît qu'il y a un certain nombre de choses qui sont éminemment positives. Je veux parler, par exemple, du blocage des prix. Je crois que c'est une mesure qui s'imposait, qui est une mesure qui est manifestement utile pour aller dans la voie du changement. Bref, la CGT ne remet pas en cause pour l'instant son soutien au gouvernement, même si à la tribune la base a été plus virulente sur le thème « Les patrons peuvent payer ». N'empêche, demain à Matignon, la CGT négociera avec, je cite Henri Krasuki, un gouvernement de gauche qui ne rejette pas les porteurs de pancartes. Au cœur des discussions sans doute, de plus gros pouvoirs pour les comités d'entreprise. Une façon comme une autre d'aller de l'avant sans rompre. Inquiétude des médecins pénalisés eux aussi par le blocage des prix. Vendredi dernier, ils avaient obtenu, Nicole Questiaux, une première valorisation tarifaire. Eh bien, ces mesures sont maintenant remises en question et les médecins menacent de manifester et de fermer leur cabinet le 30 juin en France. Même chose pour l'augmentation de la génération du tiers payant dans les pharmacies qui est reportée. Comme nous l'a confirmé, on ne peut plus brièvement et clairement, le ministre de la Solidarité. Au plan de discussion de demain, tout est bloqué, tout est arrêté, et puis ensuite on reparlera de tout. Pour le moment, c'est bloqué. Donc, si vous n'avez pas compris, il n'y a pas de généralisation du tiers payant dans les pharmacies, comme on l'avait dit pour aujourd'hui. La grève à Air Inter, à Air France et à UTA, elle est bien suivie du syndicat national du personnel navigant commercial. Elle se poursuivra demain. Air Inter a dû notamment annuler un certain nombre de ses vols. Le conflit de chez Talbot à Poissy, plus d'1 millier de manifestants de la CGT, de la CFDT, tout à l'heure, devant le siège social de l'entreprise, avenue de la Grande Armée à Paris. Réunion demain matin de la commission régionale de conciliation et le dépôt d'une plainte de Force ouvrière qui avait vu l'un de ses militants blessé au cours d'incidents avec une quinzaine de grévistes, dont un délégué CGT, dit Force ouvrière. Enfin, avant de passer à l'étranger, cette lettre de Valéry Giscard d'Estaing à quelques 200 000 Français qui lui ont exprimé leur soutien et leur sympathie dans une lettre donc datée de la fin du mois dernier, mais rendue publique aujourd'hui. Il dit « Le retournement s'amorce plus tôt qu'on ne pouvait l'imaginer. Le rétablissement devient honorable, calme et juste. Il faut le prévoir. » C'est donc ce que dit Valéry Giscard d'Estaing. La transition avec l'étranger, une fois donc fournie par François Mitterrand lui-même, qui depuis tout à l'heure est en Autriche. C'est la première visite officielle d'un président français depuis Napoléon, nous disent les historiens, mais Napoléon à l'époque avait une conception, disons, un peu particulière des voyages officiels à l'étranger. En ligne, Michel Meyer. Dispositif de sécurité exceptionnel pour accueillir et accompagner l'arrivée et la visite de François Mitterrand à Vienne. Dès ce soir, premiers échanges avec le président autrichien Kirchschläger. L'occasion d'enregistrer le souci de l'Autriche d'intensifier ses relations économiques avec la France, voire de partager avec Paris la réalisation de grands projets, de grands travaux internationaux. Demain, avec le chancelier Kreisky, un homme d'État aux vues souvent décapantes, disons, sur la vie internationale, des conversations plus politiques sur les relations Est-Ouest, mais surtout l'inquiétante situation du Proche-Orient. Je suis les amis de tous les jeunes qui sont obligés de prendre part dans une guerre. Je suis aussi l'ami de la jeunesse en Israël parce que je suis contre la guerre. Vous êtes très dur avec M. Begin. Vous avez été très dur avec le gouvernement israélien. Pour moi, ce gouvernement est un gouvernement semi-fasciste. Quand on fait une telle politique dans le West-Bank, dans les Gaza, quand on commence la guerre, tout ça sont des éléments d'une politique semi-fasciste. Oui. Lorsque vous aurez des entretiens sur ce sujet avec le président Mitterrand, vous allez vous trouver confronté avec une position qui n'est pas tout à fait la vôtre. Ces deux positions peuvent-elles se rapprocher? On doit discuter la situation et je crois qu'il y a peut-être des nuances entre nous, mais on est peut-être
Je n'ai pas les mêmes expressions, mais en principe, je crois que nous sommes d'accord qu'on ne doit pas commencer une guerre à cette manière. Le pape a lancé lui aussi un appel, il y a 1 heure, à l'arrêt des combats au Liban. Ma pensée, a-t-il dit, va spécialement au quartier assiégé de Beyrouth. Il faut qu'un véritable massacre soit évité là-bas. De fait, les choses n'ont guère évolué. Sur place, à signaler quand même que les milices chrétiennes ont attaqué ce matin les positions palestiniennes, et ce alors que les Israéliens prenaient la faculté des sciences de Beyrouth. En ligne, Daniel Catlin. Alors que l'encerclement israélien se consolide autour de la vie revient peu à peu à Beyrouth-Ouest. Les marchandes des 4 saisons et les cireurs de chaussures ont fait leur réapparition. On fait la queue devant les boucheries. Les chars israéliens tiennent Beyrouth à leur portée, mais l'homme de la rue ne semble pas y prêter attention. Cette insouciance n'est qu'apparente. Dans les quartiers palestiniens désertés par leurs habitants, les combattants restent en éveil. Ici, personne ne parle d'arrêt des combats et il n'est pas question de déposer les armes. Certaines milices armées ont déjà déménagé leurs archives ou les détruisent à l'explosif. Au sud-est de Beyrouth, à moins de 1000 mètres des blindés israéliens, on consolide la ligne verte qui coupe Beyrouth en 2. On mine les grands axes. On a érigé dans les carrefours des buttes de terre de 3 mètres de haut et on consolide les positions avec de nouveaux sacs de sable. Les Palestiniens de Beyrouth et les Israéliens ne sont plus séparés que par un mince cordon de l'armée libanaise. Il pourrait suffire d'un rien pour déclencher la bataille de Beyrouth. Le commandant Haddad, un Libanais allié d'Israël, s'est rendu pour la première fois à Tyr, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la zone qu'il contrôlait jusqu'alors et qu'il n'avait donc pas vu depuis 7 ans. Il y a été chaleureusement accueilli. Le Premier ministre israélien Menachem Begin, lui, est toujours aux États-Unis. Il prendra vendredi la parole aux Nations Unies, où se tient la session spéciale sur le désarmement. Mais une partie de son opinion publique commence à lui poser des questions à Jérusalem. Les Israéliens commencent à faire les comptes. La solution, le cessez-le-feu définitif, paraît pour l'instant inaccessible. À Beyrouth, les choses ne s'arrangent pas. Le gouvernement libanais, qui pourrait demander un retrait de toutes les forces étrangères du pays, palestiniens, syriens et israéliens, ne voit pas le jour. La tension monte à nouveau aux abords de la capitale libanaise et dans les zones conquises, le ratissage, la capture des combattants palestiniens s'annonce très long et difficile. Certains commentateurs militaires craignent même une guerre de guérilla qui pourrait être très coûteuse. En Israël même, l'atmosphère est loin d'être à la victoire. Les Israéliens sont un peu abasourdis par le nombre de morts au champ d'honneur. Le quotidien Haaretz, par exemple, a publié aujourd'hui une double page avec les photographies de quelques-uns des disparus. Et puis il y a aussi une certaine inquiétude. Les Syriens semblent se remettre, ils auraient remplacé leurs forces au Liban par des troupes fraîches et un pont aérien amènerait du matériel soviétique à Damas. La crise n'en est peut-être qu'à ses débuts. En Israël, on craint un enlisement au Liban, l'inconnu. Pierre Méhaignerie, le président du CDS, le Centre des démocrates sociaux, a condamné tout à l'heure sur France Inter toute présence d'armées étrangères sur le sol du Liban. Les Malouines, avec bien évidemment les premiers retours de bâton de la reddition argentine sur la junte au pouvoir à Buenos Aires, nous en reparlerons tout à l'heure avec Philippe Rochaud, mais aussi avec en Angleterre des conséquences assez inattendues. Bernard Rapp, à savoir le problème des milliers de soldats argentins, et on dit qu'ils sont près de 15 000 toujours prisonniers là-bas, Bernard. C'est cela, si vous voulez, le problème des prisonniers, c'est la préoccupation numéro 1 aujourd'hui de l'état-major britannique. Le ministre de la Défense, John Nott, a même estimé tout à l'heure qu'il posait un problème humanitaire considérable. Alors, ils sont dans une condition physique déplorable, dit-on. Ils ont été très éprouvés par le froid et par l'attente, 9 semaines d'attente, et puis beaucoup d'entre eux sont sous-alimentés. Et le patron de la flotte, l'amiral Sandy Woodward, a lui affirmé que beaucoup, plusieurs centaines peut-être, risquaient de mourir de malnutrition s'ils n'étaient pas immédiatement bien nourris et bien soignés. Et on va vous dire, Bernard, pourquoi est-ce que les Britanniques n'avaient pas prévu ça ? Écoutez, je crois qu'ils ont été surpris par le nombre de prisonniers. Ils ne s'attendaient pas à trouver 15 000 soldats sur les Falklands. Ils avaient très largement sous-estimé le nombre d'Argentins basés sur les îles. Ensuite, il y a les conditions dont je vous parlais, qui étaient très mauvaises. Une très mauvaise santé, un très mauvais moral, selon les envoyés spéciaux avec la flotte. Il faut tout de suite les prendre en charge et les soigner. Et de toute évidence, l'état-major britannique dans l'Atlantique Sud n'en a pas les moyens, d'autant qu'une grande partie des équipements prévus à cet effet étaient d'abord d'un des navires qui était coulé au début du conflit. C'était le porte-container Atlantic Surveyor qui a donc été
été coulés il y a maintenant 4 semaines. Et Mme Thatcher n'a pas l'intention de les renvoyer chez eux. Effectivement, on pourrait se dire pourquoi ne pas les renvoyer chez eux, mais vu Londres, ça n'est pas si simple. Avant de les rapatrier, le gouvernement britannique veut obtenir la garantie de l'arrêt total des hostilités dans l'Atlantique Sud, une garantie que Londres n'a pas encore obtenue de Buenos Aires. En attendant, ces prisonniers sont considérés comme des prisonniers de guerre, ils sont soumis à la Convention de Genève. Encore faut-il subvenir à leurs besoins, et ça, je vous l'ai dit, c'est extrêmement difficile. Voilà, autre type de problème pour les Argentins, la colère, les foules en effet dont nous parlions hier soir se sont considérablement grossies pendant la nuit devant le palais du gouvernement à Buenos Aires et la population est en train de demander des comptes. Philippe Rochaud. Galtieri, Boucher, tu as vendu nos frères comme de la chair à pâté. Ils étaient plusieurs milliers hier soir devant le palais du gouvernement à Buenos Aires à demander la démission du général Galtieri. Et le pouvoir des militaires a chancelé. Le général Galtieri, qui devait expliquer sur cette place de mai les raisons de la reddition des troupes argentines aux Malouines, a renoncé à prendre la parole. Et puis tout s'est passé très vite. Les manifestants, péronistes et radicaux pour la plupart, les principales forces d'opposition en Argentine, ont tenté d'investir le palais du gouvernement. C'était l'émeute. À cet instant, tout le monde a cru à la démission du général Galtieri. Mais quelques heures plus tard, dans un discours télévisé, il dénonçait l'émeute et promettait le rétablissement de la démocratie. Mais les Argentins ignorent encore ce soir les conditions du cessez-le-feu, les raisons de la défaite et pourquoi leurs fils sont allés mourir aux Malouines. Un certain nombre d'équipes de télévision étrangères, en particulier les Britanniques, ont été malmenées par la foule lors de ces manifestations. Enfin, il faut savoir qu'un navire militaire français a recueilli la semaine dernière dans le golfe de Thaïlande 180 réfugiés d'origine vietnamienne. Dernier cahier de ce journal, le Mondial, mais pour retarder les amers commentaires sur la défaite des Bleus à Bilbao, d'abord cette enquête de Guy Schwartz sur les retombées économiques, comme on dit, du match de cet après-midi en particulier, et de la Coupe du Monde en général. Pour attirer le chaland, la Coupe du Monde de football peut faire une excellente vitrine, même pour une petite librairie. Donc la vitrine que vous avez aménagée attire des clients qui sont des fanatiques de football. Ah oui, puis même les non-fanatiques, mais obligatoirement oui, les gens s'arrêtent. Moi j'avais déjà pas mal de gadgets, alors il fallait bien les faire voir, sans quoi ça ne se vend pas. Hein, parce que les gamins sont très football. Ce sont surtout les enfants qui achètent? Beaucoup. Oh, le papa de temps en temps pour dire que c'est l'enfant, mais ça l'intéresse aussi. Mais le mondial, c'est aussi la télévision. Pour la Coupe du Monde de football de 1978, nous avons eu besoin de commander 8000 téléviseurs couleurs de plus en 3 semaines, c'est-à-dire plus de 10% de l'activité normale de l'année a été faite en supplément pendant les 3 semaines de la Coupe du Monde de football. Et vos premières évaluations vous permettent de penser que vous atteindrez à peu près ces chiffres en 1982? À mon sens, je crois que l'intérêt des téléspectateurs français se portera maintenant plus sur le magnétoscope cette fois-ci que sur la télévision. Pour certains industriels, le sport est presque devenu une seconde nature. Ici, par exemple, le fabricant de chaussettes Olympia. Cette entreprise va dépenser cette année près de 7 millions de francs en promotion et en publicité sportive, y compris ce qu'elle va dépenser pour le mondial. Par le biais de la Coupe du Monde, nous pensons pouvoir mieux nous faire connaître et pouvoir conquérir et reconquérir encore cette place que nous souhaitons garder sur le marché intérieur. Par ailleurs, il est évident que toutes les télévisions du monde entier vont être associées à cet événement, ce qui va pouvoir nous permettre de mieux nous faire connaître à l'étranger, à l'exportation, et de ce fait de développer notre exportation. Platini, allant jouer l'année prochaine en Italie, ce sera peut-être l'occasion pour Olympia d'exporter là-bas les chaussettes qui portent le nom du footballeur français le plus célèbre. Dans cette usine, on fabrique les maillots de l'équipe de France, une usine qui appartient à Adidas, le numéro 1 mondial des équipements de sport.
Nous avons traité les accords avec France Football Promotion et nous versons sur tous les produits qui sont spécifiques à la tenue de l'équipe de France 10% de royalty. 10% de royalty. 10% de royalty. Les retombées économiques du mondial sont donc importantes, mais paradoxe, elles semblent d'autant plus importantes, ces retombées, que les entreprises concernées ont des activités éloignées du sport. Alors parlons de la journée. Elle a bien sûr été dominée par la défaite française, mais si l'on veut bien essayer de ne pas trop faire preuve de chauvinisme, par la très belle victoire de l'équipe d'Algérie sur l'un des grands favoris, l'Allemagne. Ce mondial 82 semble être le mondial des surprises. 53e minute de jeu, non seulement les Algériens ont résisté toute une mi-temps, mais en plus à la suite de ce tir de Belloumi mal renvoyé par Schumacher, Madjer marque le premier but de l'Algérie en Coupe du Monde. À la 67e minute, les Allemands cessent enfin d'être maladroits et concrétisent leur domination. Forster pour Magat. Magat qui trouve Rummenigge. Mais une minute plus tard, après la remise en jeu, les Algériens, à la suite d'une ouverture de Daleb et d'un débordement d'Assad sur la gauche, les Algériens donc prennent l'avantage par celui qui a été sacré ballon d'or africain cette année, Belloumi. Belloumi qui donne la victoire à son équipe. C'est la première participation des Algériens en Coupe du Monde. Une victoire et face aux Allemands. Chapeau messieurs. Et un match que vous pourrez voir dans son intégralité sur Antenne 2 à 23h. Et puis, revenons maintenant, il est temps, sur la victoire de l'Angleterre cet après-midi face aux Français. Victoire, je vous le rappelle, par 3-1. Français et Anglais s'étaient rencontrés pour la dernière fois en 1969. La France s'était inclinée 5-0. Un mauvais souvenir que l'on comptait bien effacer rapidement. Mais voilà, en moins de 30 secondes, ce sont les Anglais qui clarifient la situation. Une touche. Un placement hasardeux de la défense centrale française. Robson seul n'a aucun mal à battre Ettori, qui n'a pas encore touché le ballon. L'Angleterre mène déjà 1-0. Le jeu n'est pas d'une grande qualité technique. À partir de la 20e minute, les Français accélèrent un peu. Giresse adresse une ouverture lumineuse pour Gérard Soler, qui ne laisse pas passer cette occasion d'égaliser. Ce sera hélas la seule occasion dangereuse des Français dans ce match. Paradoxalement, on peut donc dire que les tricolores ont eu 100% de réussite. Autant la première mi-temps est à peu près équilibrée, autant la seconde est à l'avantage des Anglais. Les Français sont inexistants, les Anglais, eux, jouent convenablement, sans plus. C'est encore une grave erreur de défense qui permet aux Anglais de reprendre l'avantage. Sur un centre venu de la droite, Robson est seul, Lopez est battu, et Ettori ne peut que constater les dégâts. Un deuxième but pour Robson que l'on revoit au ralenti, histoire de constater la double hésitation coupable d'Ettori et de Lopez. À ce moment, on sait déjà que les Français sont battus, on se demande même s'ils sont encore dans le match. Les Anglais, eux, s'amusent à faire circuler le ballon, apparemment sans aucune difficulté. Et ils n'ont aucun mal à marquer une troisième fois avec l'aide involontaire de Marius Trésor. L'auteur du but est Mariner. Le constat est sans appel. 3 erreurs de défense, 3 buts. Bien, donc, temps à l'orage dans l'équipe de France à Bilbao. Comment ça va se passer sur le territoire métropolitain, Alain Gillot-Pétret? Eh bien, c'est pareil, justement, c'est d'Espagne que nous viennent des masses d'air beaucoup plus chauds et beaucoup plus instables. Nous aurons demain une touffeur orageuse typiquement espagnole. Olé! Alors pour demain, voici la carte, sur la majeure partie du pays, surtout le bassin parisien et le bassin aquitain, des brumes le matin, que je retire puisqu'elles vont se dissiper en fin de matinée. Quelques bruines encore au nord de la Seine dans la matinée, mais là aussi les nuages vont se décaler pour laisser apparaître des éclaircies. Sur le reste du pays, donc sur un grand sud-est de la France, c'est du beau temps, quasiment toute la journée, de très belles températures, de très belles éclaircies, tandis que de la Manche au bassin parisien, au Morvan, aux Pyrénées-Occidentales, alors là, les orages vont se développer progressivement, venus d'Espagne, on va les voir arriver, et ils vont gagner progressivement l'ensemble du pays, l'intérieur, dans la journée, à cause des températures suivantes, qui sont de type caniculaire. On élargit pour voir Lille, on élargit pour voir Ajaccio, s'il vous plaît. On ne voit pas Ajaccio, c'est 25 degrés. Bien. Alors, les températures, les minimums, c'est 19 degrés sur les côtes de la Manche, mais sur les
4/5 de la France, il va faire largement plus de 25 degrés jusqu'à 30 au sud-ouest. Demain, jeudi 17 juin, 1 minute de soleil en plus, levé 5h48, couché 21h55, c'est la Saint-Hervé qui est le patron des bardes, et notamment des bardes bretons. Voilà, bon, je vous signale que vous avez mis Ajaccio à l'eau, hein, avec votre affaire. Bon, c'était Hervé Claude, évidemment, c'était obligatoire, puisque c'est la veille de la Saint-Hervé qui, à 22h40, vous présentera le dernier journal. Et à 23h, je vous rappelle que vous verrez le match Algérie-Allemagne. Merci de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonsoir à tous.